Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour les informations. Première édition du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA, c'était hier, placé sous le thème de donner et de recevoir. Plusieurs exposants du Mali et de la sous-région prennent part à ces rendez-vous dont l'objectif principal est la promotion et l'intégration de l'entrepreneuriat jeune pour un meilleur développement du continent. Reportage Nyanya Aliou Traoré. Le Mali, à l'instar des autres pays de la sous-région, veut promouvoir les jeunes et contribuer ainsi à l'essor du continent. C'est pourquoi la tenue de cette première édition du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA à Bamako n'est pas fortuite. Elle répond à un besoin réel de faire connaître le savoir-faire des jeunes entrepreneurs tout en leur permettant d'échanger avec d'autres nationalités. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut trouver des solutions pour ensoleiller notre devenir. Ceci se concrétisera que lorsque nos jeunes de cet espace commun, qu'elle et moi décideront de nous unir et d'œuvrer ensemble. Pendant 5 jours, plus de 20 exposants des 8 pays de l'UEMOA montreront leurs produits au grand public. Si vous installez ça dans votre maison, vous avez accès aux images n'importe où que vous soyez dans le monde entier. Avec l'aide de votre petit téléphone portable ou votre ordinateur. Vous avez l'image. J'expose rien en fait. J'expose que la connaissance que nous avons en formation. On vient de se spécialiser dans tout ce qui est éclairage à basse consommation. Les ampoules, les nouvelles ampoules économiques améliorées, les LED, qui économisent jusqu'à 90% de la consommation d'électricité. Le représentant résident de l'UEMOA au Mali ainsi que le président de la Chambre transitoire de la CICIM ont fortement salué l'initiative. Nous avons été impressionnés par l'esprit d'initiative des promoteurs. Et deuxièmement, nous nous sommes dit, voilà un espace réel d'éprouver les services dont nous disposons à l'intention des entreprises. Et troisièmement, nous voulions donner un signal fort qu'aucune situation, même une situation de crise exceptionnelle, ne doit empêcher l'entreprise de prospérer. Comme dirait l'autre, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Un adage bien assimilé en tout cas par ces jeunes qui déjà ont fait leurs preuves. Traditionnelle conférence hebdomadaire de la MISMA, c'était hier. Plusieurs sujets ont été abordés par le conférencier, parmi lesquels la poursuite du redéploiement des troupes ou encore la visite du président de la MISMA, Pierre Bouyoya à Kidal, à Gali, à Gagissa. La sécurisation des villes et localités libérées par l'armée malienne et ses alliés constitue une phase importante dans la protection des personnes et leurs biens, une tâche à laquelle s'attellent les troupes de la MISMA. La MISMA est en train d'achever l'application de la DCO2. DCO2, entendez, Directive conjointe des opérations numéro 2. Ainsi, le déploiement des éléments à Tombouctou se poursuit et prendra certainement fin avant la fin de la semaine. 2 compagnies de la force d'intervention rapide ont été redéployées pour renforcer le dispositif à Gao, où il est prévu l'installation d'un PC, c'est-à-dire un poste de commandement avancé de la force dans les prochains jours. Depuis le 14 avril, des éléments ont été déployés à Douenza et des hommes seront bientôt envoyés à Gossi, Léré et à Djabali. Le conférencier a évoqué la visite du premier responsable de la MISMA à Kidal pour soutenir les troupes tchadiennes victimes d'une attaque suicidaire qui a provoqué la mort de 4 soldats et blessé 3 autres. Autre drame évoqué, le décès de 5 militaires survenus suite à l'accident de l'hélicoptère de l'armée malienne. Le retrait des troupes tchadiennes, la transformation de la MISMA en mission de paix de l'ONU était notamment au centre des préoccupations des journalistes. Selon le conférencier, le changement de commandement des forces de la MISMA est sans effet sur leur mission de lutte contre le terrorisme au Mali. Il ajoutera que les forces tchadiennes resteront au Mali sous les couleurs de la MISMA. Sur le plan humanitaire, on dénombre plus de 175 000 réfugiés maliens, 292 000 déplacés à la date du 11 avril selon les organisations humanitaires.
Autre conférence de presse, c'est celle animée par les hommes de médias. Il s'agissait pour eux d'expliquer l'assistance des confrères de la sous-région dans le procès Boukari Ndao. Abdul Karim Kaba. Au cours de ce point de presse, il a été question de la procédure que les avocats ont entreprise pour défendre Boukari Ndao et aussi du soutien des collègues du Sénégal. Sur la première question, Maître Mamadou Camara a été on ne peut plus clair. Le combat doit être et pour le respect des procédures, des formes et pour le fond. S'il y a des irrégularités telles, normalement, Boukari, extrait de la sécurité d'État, est amené au tribunal sur la base d'un PV dressé par la BIJ qui n'avait pas eu à l'entendre en premier lieu, à l'arrêter, cette procédure-là devait tomber d'elle-même. Les confrères de la sous-région, notamment ceux du Sénégal, se retrouvent donc aux côtés des Maliens pour lutter ensemble. Ce qui démontre que la presse est unique. Les confrères ont salué l'engagement de la presse malienne dans cette affaire. Ça a été une situation assez troublante pour nous autres et nous avons répondu spontanément à l'appel de l'article 19. À notre nom personnel, mais aussi au nom des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal, mais aussi au nom des diffuseurs et éditeurs de presse d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest, parce que cette initiative est une initiative à saluer. C'est une initiative qu'il faut vraiment magnifier parce que c'est une démarche de solidarité, de confraternité, une démarche de soutien et d'assistance à des confrères en difficulté. Nous nous sommes donc sentis interpellés par la situation qui prévaut au Mali, surtout que ces 2 dernières années, nous avons pu observer, et nous l'avons regretté et déploré, qu'il y a eu des entraves graves à la liberté d'expression et à la liberté de la presse au Mali. Les uns et les autres ont exprimé leur confiance en la justice malienne. En tout cas, tous les journalistes espèrent un dénouement heureux de l'affaire Boukari Ndao mardi prochain. Conférence et débat sur la ratification du protocole facultatif se rapportant au pacte international économique, socio-culturel. Quel enjeu et quelle action possible? La question était au centre d'une conférence débat à la Maison de la Presse. La conférence est une initiative de la plateforme des droits économiques, socio-culturels. Reportage Fatoumata Koni. Notre pays a signé le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques socio-culturels en 1976. Est-ce que le Mali applique à la lettre les droits y afférents? Quels enjeux et quelles sont les actions à entreprendre pour permettre à l'État malien de ratifier ce protocole? Autant d'interrogations qui ont motivé la tenue de ce point de presse. Un point de presse initié par la plateforme des droits économiques socio-culturels en partenariat avec l'ambassade du Canada. La signature ne suffit pas en matière d'instruments internationaux. Il faut ratifier. C'est à travers la ratification que l'instrument devient contraignant pour le pays. À l'international, nous avons obtenu déjà la dizaine de ratifications qui permet l'entrée en vigueur du protocole facultatif. Mais il faut absolument que le Mali ratifie. Cela ne veut pas dire que le Mali n'a pas d'obligation. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est un instrument juridique. Selon l'un des conférenciers, dans ce document sont définis les droits consacrés au bien-être de la population. C'est un instrument qui permet de lutter contre la pauvreté. Et comme vous le savez, la pauvreté constitue un défi pour le Mali. C'est un instrument qui lutte contre la pauvreté, qui aide les couches vulnérables, qui lutte contre la discrimination faite aux femmes, qui lutte contre la corruption. Et en fait, c'est un instrument qui protège les droits fondamentaux des citoyens. La plateforme des droits économiques socio-culturels veut relever les défis de l'heure. Il s'agit de soutenir le droit au mariage, le droit à la sécurité, le droit à un niveau de vie suffisant. Bref, une façon de promouvoir le respect des droits de l'homme au Mali. Le gouverneur de la région de Sikasso a entrepris samedi dernier une tournée de prise de contact dans les cercles de la région. Objectif, échanger avec les populations, les élus et les cadres locaux sur les questions de l'heure, à savoir la feuille de route du gouvernement de transition, la gestion des zones frontalières, la réglementation de l'orpaillage traditionnel, la gouvernance locale et la protection de l'environnement, entre autres. Au RTM Sikasso, nous retrouvons le reportage de Idrissa Goulou Sissoko.
Cette première étape de la prise de contact du gouverneur Mahamadou Djabi a concerné les cercles de Yanfoulila, Bougouni et Kolondjeba. Dans toutes ces localités, au cours de la rencontre avec les populations et les cadres locaux, les discussions ont tourné autour des élections présidentielles et législatives, la situation sécuritaire, la gestion des frontières, l'orpaillage qui occupe la majorité des populations et qui crée des situations conflictuelles, où le gouverneur a proposé une trêve du 31 mai au 31 octobre pour l'arrêt des activités d'orpaillage pendant l'hivernage, la gestion de l'environnement et les risques liés à l'hivernage. Toutes ces questions ont été discutées avec les autorités locales. Les débats ont permis à plus d'un d'être édifiés sur ces questions qui demeurent au cœur des préoccupations des populations. La gouvernance locale, le transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales étaient aussi au centre des préoccupations. De telles rencontres avec les populations, il serait opportun pour nous de participer à ces sorties avec le gouverneur pour expliquer davantage aux populations pour qu'ils comprennent mieux ce qu'est la décentralisation, surtout la gouvernance. Comme on le dit, la gouvernance c'est déjà bien géré. Donc avec les transferts de compétences, donc la gestion de ces compétences transférées pose souvent de problèmes. Dans toutes les localités, le gouverneur a visité certaines réalisations. À Yanfoulila, il s'est rendu à l'usine de transformation de fruits et légumes. À Bougouni, il a visité le siège des sapeurs-pompiers volontaires, la coopérative de transformation des produits locaux des femmes Balimaya. À Kolondjeba, le lycée en cours d'achèvement et l'unité de transformation des femmes. L'actualité sur le continent africain à présent, nous parlerons de la tenue en Mauritanie d'un sommet qui a réuni 10 pays du bassin méditerranéen qui a planché sur le Mali. Également, dans les brèves, la visite du président sud-africain au Nigeria. Nous parlerons aussi des affrontements qui ont eu lieu en Tunisie entre supporters d'un club local de football et policiers. Enfin, il sera question des obsèques d'un adolescent tué lors d'une manifestation au Togo. Voyons d'abord le sujet sur le Mali qui s'est tenu en Mauritanie. Nouakchott, la capitale mauritanienne, a accueilli le sommet du groupe 5+5, l'organisation qui réunit 10 pays du bassin méditerranéen à plancher sur la crise au Mali, de l'Espagne à l'Italie en passant par la Libye ou le Maroc. Les 10 ministres des Affaires étrangères ont salué l'intervention française pour libérer le nord du pays. La Mauritanie a quant à elle fait savoir qu'elle participera à la future force onusienne de maintien de la paix. La sécurité du continent également au menu du voyage officiel de Jacob Zuma au Nigeria. Le président sud-africain, reçu par son homologue Goodluck Jonathan, a évoqué les crises au Mali et en Centrafrique. Cette visite d'État intervient dans un contexte de rivalité grandissante entre les deux capitales sur la scène continentale. Mais les chefs d'État l'ont promis, à l'avenir, ils collaboreront plus étroitement dans la résolution des crises africaines. Jet de pierre contre gaz lacrymogène en Tunisie, la ville de Bizerte a été le théâtre de violents affrontements ce mardi, avec d'un côté des supporters du club de football local, de l'autre les forces de l'ordre. À l'origine des violences, la décision de la Ligue de football d'éliminer le club bizertin du championnat tunisien. Selon les autorités, ces affrontements n'ont pas fait de victimes, mais plusieurs dégâts matériels. Des banques et des bâtiments de la ville ont été saccagés. Émotion et recueillement au Togo 2 jours après la mort d'un élève lors d'une manifestation. Ces obsèques ont été célébrées ce mercredi dans le nord du pays, en présence de centaines de personnes. Âgé de 12 ans, l'élève participait à une marche en soutien aux enseignants grévistes lorsqu'il a été victime d'une balle tirée par un gendarme. Pour éviter tout nouveau drame, le gouvernement a décrété la fermeture temporaire de tous les établissements scolaires du pays. Hors du continent, aux États-Unis, l'explosion dans une usine d'engrais au Texas a fait 15 morts et plus de 160 blessés. Un bilan annoncé ce matin par les services sécuritaires. Selon la police locale, ce nombre pourra évoluer. Auparavant, lundi dernier, c'était un double attentat à Boston qui a fait 3 morts et pour le moment, aucune revendication. À Boston, c'est l'heure des veillées, des hommages et des interrogations. Mais il y a pour l'instant plus de questions que de réponses sur le double attentat de lundi. Les autorités américaines ont fait appel à toutes les agences fédérales et locales, avec plus de 1000 détectives pour mener l'enquête à Boston. Aucune revendication pour l'instant, la police ne privilégie à ce stade ni une piste américaine, ni une piste étrangère, mais elle a maintenant plus d'informations sur les explosifs utilisés.
Parmi les éléments récupérés, des morceaux de nylon noir qui pourraient provenir d'un sac et ce qui semble être des fragments de plomb et clous peut être contenus dans une cocotte minute. De plus, ce matin, il a été déterminé que les 2 explosifs ont été placés dans un sac de nylon de couleur sombre ou un sac à dos. Les photos rendues publiques par le FBI montrent quelques éléments rassemblés comme une cocotte minute déchiquetée, un sac noir déchiré, des câbles et des clous. Ils ne savent toujours pas comment ont été déclenchés les 2 explosifs qui ont tué 3 personnes. Alors que les Américains s'interrogent, le gouverneur du Massachusetts les a mis en garde contre des conclusions hâtives. Nous vivons des moments où toutes sortes de forces conspirent parfois et nous amènent à étiqueter certaines personnes et à les voir d'une manière désobligeante. Notre communauté va récupérer et guérir si nous restons solidaires au lieu de nous diviser. L'enquête s'annonce difficile et laborieuse. Pour le FBI, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Le FBI qui admet qu'aujourd'hui, l'éventail des suspects et des motivations possibles reste largement ouvert. Dans le cadre de la 4e réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali prévue le vendredi 19 avril 2013, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe la presse nationale et internationale que des badges sont disponibles et peuvent être retirés contre la présentation de la carte de presse au Centre international de conférence de Bamako, ex-palais des congrès. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité 18h-20h, une présentation de Ndei Sissoko. Si vous êtes à table, très bon appétit, au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.